Et nous allons passer au panel 3. Donc le panel 3 qui, lui, va nous permettre d'aller vers l'accompagnement, le financement et le capital humain des leviers de développement pour le secteur des services. Et pour cela, j'invite 4 personnes. Madame Sadia Slaoui Bnani, vice-présidente de la CGEM. Ravie, oui. On peut l'applaudir. La deuxième femme, je pense qu'il va devoir renforcer la présence des femmes dans le secteur des services. C'est Erdouan El-Haloui, président de l'APB. Il est là. Fédération marocaine des technologies de l'information, de télécommunications et l'offshoring. C'est Erdouan, ravi. C'est Yassine Karim, vice-président de la Fédération Commerce et Services. C'est Karim, vous êtes un des porteurs de ce projet, je vous en prie. Et enfin, c'est Abdelmourid Abdelmoumen, directeur stratégie et coopération à Tamwilcom. Il nous arrive avec du financement et des garanties. Je vous en prie. On va se saluer, yallah, avec plaisir. Je vous en prie, installez-vous. Merci, madame, messieurs. C'est le 3e et dernier panel. Et je vais démarrer évidemment par la dame. Et en lui disant qu'on a vu, je dirais cette journée, enfin cette matinée, que le secteur des services, qui était, en tout cas au début de notre discussion, un parent pauvre, on a vu le potentiel que cela recèle. Et je pense que ce mot parent pauvre va finir par disparaître, parce que ce sera le parent recherché. Hein, on viendra se positionner au niveau des services. Mais en tout cas, il demeure un peu pauvre au niveau des politiques publiques. Et donc c'est là où peut-être un fort potentiel, mais les politiques publiques sont encore à travailler, et je pense que ce qui a été initié aujourd'hui va amener à des discussions et des débats. Alors si on devait se projeter sur le futur, quels sont selon vous, et je sais que vous avez une lecture de plusieurs secteurs, de domaines d'activité, les sous-secteurs des services avec les plus fortes perspectives pour permettre, je dirais, d'attirer l'attention des pouvoirs publics pour leur dire les services, vous voulez de l'emploi, c'est là qu'il faut y aller. Allez-y. Merci, bonjour à tous et ravi d'être parmi vous aujourd'hui à cette première journée des assises des services. Alors pour répondre à cette question, j'ai envie de dire que le Maroc n'est pas une île. On n'est pas découpé du reste du monde et par conséquent, on subit les mêmes méga-tendances que partout. Et ces méga-tendances vont nécessairement avoir un impact sur le développement du secteur des services. Alors il y a 3 méga-tendances. Il y en a une qu'on vit tous les jours. Vous avez tous des smartphones. C'est évidemment la révolution technologique. La deuxième méga-tendance, c'est les évolutions démographiques. On parle beaucoup du Maroc, par exemple, comme un pays jeune. Mais je ne sais pas si vous savez que d'ici à 2050, un quart des Marocains auront plus de 60 ans. Donc c'est une tendance qu'il faut préparer dès à présent. Et troisième, évidemment, grande tendance lourde qui jouera sur le secteur des services, c'est les impératifs de durabilité. On les vit déjà fortement au Maroc avec la sécheresse, les changements climatiques. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui est une tendance de fond qui impactera les services. Alors, sur la base de ces 3 méga-tendances, on pourrait dire en fait que les sous-secteurs à fort potentiel, c'est dans la tech, évidemment, et toutes ses déclinaisons, le cloud, la cybersécurité, etc. En ce qui concerne la démographie, évidemment, l'éducation, la formation, la santé. Et si on parle de la durabilité, c'est tous les services autour des énergies renouvelables et de l'économie verte. Et bien sûr, le tourisme responsable. On pourrait s'arrêter là, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'on a vu dans le panel précédent qu'on parlait d'une intégration des services avec le monde de l'industrie. Mais en réalité, la tendance de fond, c'est l'intégration des services avec les services. Et c'est quelque chose qu'on commence déjà à vivre aujourd'hui. Quand vous allez sur un site de e-commerce, donc vous êtes dans le secteur du commerce, en réalité, vous avez intégré aussi le secteur de la finance, parce que vous allez faire un paiement, et vous avez aussi intégré le secteur de la logistique, parce que vous allez vous faire livrer chez vous. Donc on a déjà intégré 3 secteurs. Et la tendance, dans l'avenir, à long terme, ça va être une intégration encore beaucoup plus importante. Et la tendance de fond qui va faire cette intégration, c'est
les 3 tendances dont je vous ai parlé, mais particulièrement la technologie. Alors, je vais donner un petit exemple simple. Je pense que pas mal dans la salle, on doit avoir des montres connectées. Alors, on va imaginer qu'on est en 2035 et on va imaginer la vie d'une Marocaine. On n'est pas beaucoup de femmes dans le panel, donc je vais imaginer la vie d'une Marocaine. On va dire qu'elle s'appelle Amina. Amina va se réveiller le matin. Sa montre connectée, elle va lui envoyer non seulement un message sur la qualité de son sommeil pendant la nuit, ce que font déjà les montres, sa santé cardiaque, mais elle va aussi lui donner ses carences en vitamines et elle va même l'informer de son mood du jour, de l'humeur qu'elle va avoir pendant la journée. Du coup, ça va enclencher directement 3 actions, sans même qu'elle touche un bouton. Première action, sa montre connectée va lui commander de la vitamine D dans la pharmacie du coin. Et elle va faire la livraison à 18h. Pourquoi 18h? Parce que la montre a vu, en consultant l'historique de géolocalisation, que Amina est en général chez elle à 18h. Ensuite, deuxième action qu'elle va faire, elle va lui prendre un rendez-vous en téléconsultation avec un cardiologue. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que son rythme cardiaque n'était pas génial. Rendez-vous le lendemain à 16h. Pourquoi à 16h? Parce qu'elle a eu accès à l'agenda de Amina, à l'agenda du médecin, et que le rendez-vous le plus proche est à 16h. Amina n'a rien fait. Regardez tout ce qu'elle est déjà en train de consommer comme service. Troisième chose, son niveau de cortisol est élevé, elle lui réserve un massage. Et dernière chose, elle la trouve un peu stressée ces derniers temps, elle lui propose des séjours à Marrakech, dans des écologes, parce qu'elle a vu que dans les historiques de navigation de Amina, elle regardait beaucoup les randonnées pédestres. Donc elle va lui proposer des écologes à Marrakech. Voilà, avec cet exemple juste du matin, vous avez boosté le secteur de la logistique, parce qu'ils sont nombreux dans le quartier de Amina à acheter de la vitamine D. Vous avez boosté le secteur de la santé, elle a pris rendez-vous avec un médecin, et vous avez boosté le secteur du loisir et du tourisme. On va continuer la journée d'Amina. Amina va vouloir aller au travail. Elle ne va pas aller au travail, elle va aller dans son salon. Elle va mettre ses lunettes Google. Et ça va renvoyer les Teams et les Zooms à l'ère du Néandertal. Parce qu'en réalité, ça va être une réunion en 3D avec des capteurs sensoriels qui vont lui permettre même de sentir les serrages de main, etc. Et avec un vrai son spatial. Pas du tout ce que nous vendent les AirPods actuellement, ça marchera réellement. Et ensuite, quand elle va finir sa réunion, en 3D avec des gens venus du monde entier, entre parenthèses, ça nous amènera à réviser notre système de fiscalité du travail, parce qu'il n'y aura plus de frontières. Elle va aller se connecter à sa formation en ligne. On en a beaucoup parlé. Elle va faire sa formation en ligne parce que ce n'est plus du tout une option, c'est une obligation. Le upskilling est devenu une part carrément du travail de Amina. Et pendant sa formation, elle va recevoir une notification sur sa montre. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Elle va lui dire « Nous avons opéré une transaction financière ». Ah bon? Pourquoi? Parce qu'en fait, elle avait acheté de la crypto-monnaie dont la valeur a chuté. Elle avait fait le choix d'un algorithme qui donnait la décision de vendre, mais elle est tranquille. Pourquoi? Intégration des services. Parce qu'elle avait pris en parallèle une assurance, que l'assurance s'est enclenchée automatiquement et que déjà une partie de compensation est sur son compte bancaire. C'est ça la réalité de l'intégration des services. Après toutes ces émotions, Amina a besoin de se détendre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire du gaming sur Internet. Avant de se coucher, Amina va encore recevoir une notification qui va lui donner sa consommation de carbone de la journée. Et si jamais sa consommation de carbone a baissé par rapport à la veille, elle va avoir un bonus écologique qu'elle va pouvoir déduire de son impôt sur les revenus. Donc voilà la vie de Amina et notre vie à tous dans le futur. On voit donc émerger 3 autres sous-secteurs. La fintech, évidemment, on a vu de l'assurance, on a vu des transactions, l'éducation et le gaming. Le gaming n'est pas une anecdote. C'est une réalité. Le gaming va atteindre jusqu'à 425 milliards de dollars d'ici à 2029, avec une croissance de 9%. C'est un secteur qu'on doit vraiment voir. Si vous voyez comment tous ces secteurs de ces services ont été activés, c'est essentiellement grâce à la technologie. Donc j'ai envie de vous répondre, plutôt que de vous faire la liste que je vous ai faite de secteurs, de vous dire que les secteurs de services qui se développeront le plus à l'avenir, c'est ceux qui sauront s'intégrer
totalement dans ce monde de la technologie. Et du coup, on en a parlé dans le panel 1, je crois. On disait, est-ce que c'est l'offre, est-ce que c'est la demande? Qu'est-ce qui génère réellement le développement du secteur des services? Moi, je pense que l'ère où c'était la demande qui activait est dépassée. Nous sommes dans une ère où c'est l'offre qui crée la demande. Je crois qu'aucun d'entre vous n'a dit un jour, j'ai besoin de scroller toute la journée sur TikTok. C'est quelque chose qu'on nous a imposé. Je pense qu'aucun d'entre nous n'a jamais dit, je voudrais acheter une œuvre d'art sur Internet qui soit totalement virtuelle et qui fasse des dizaines de millions de dollars. Je termine par une petite anecdote. Je parle beaucoup. Non, non, très intéressant, mais j'aurais une question. Une petite anecdote pour vous montrer à quel point on crée la demande. Vous savez, aujourd'hui, il y a des cliniques aux États-Unis qui vous offrent de faire un contrôle par IRM avec une IA augmentée. Elle vous prédit non seulement vos maladies, elle vous prédit si vous avez un risque de cancer, etc. Mais surtout, elle vous dit quelles sont les maladies que potentiellement vous pourriez développer à l'avenir. Les gens sont très contents, ils font ça. Ils sortent tous complètement angoissés de ce contrôle. Parce qu'en fait, ils ont vu qu'ils avaient une liste incroyable de maladies potentielles. Du coup, ils se retournent vers le radiologue et il lui dit « Mais je fais quoi ?» Il lui dit « Revenez dans 6 mois pour vérifier si ces maladies se sont développées. » Voilà comment ils ont réussi à créer un nouveau besoin. Donc au Maroc, on a 2 options. On a une option 1 qui est d'être des consommateurs qui observons passivement. Et on a l'option 2 qui est de participer à la création de cette offre. Et si on veut participer à la création de cette offre, je reboucle avec ce que je disais au début, nous devons absolument tenir compte des 3 méga-tendances, la technologie, la démographie et le développement durable. Merci en tout cas de nous avoir emportés dans cette story, la story d'Amina qui va devenir la mascotte peut-être de la fédération. Alors évidemment, une question qui est dans les lèvres de toutes les personnes présentes, est-ce que Amina est mariée ou pas? Parce que c'est un autre entrant, hein, c'est une autre dimension. Est-ce que vous m'auriez posé cette question si j'avais parlé de Mehdi? Oui, probablement. Encore plus. Alors, beaucoup de technologie, et la technologie, on la retrouve aussi dans le secteur dans lequel vous êtes, c'est le Haloui, et avec une forte dominante, effectivement, de la technologie, et le rapport avec le RH. Alors, quels sont pour vous la technologie? Est-ce qu'elle elle se développe, et elle ne va plus s'arrêter, sauf que pour faire tout ce que propose CDS, il faut avoir du capital humain, des ressources, des compétences, et en quantité et en qualité. Alors, comment vous gérez ça au sein de la PMI? Salam alaikum. C'est une bonne question. Effectivement, aujourd'hui, comme on le voit avec Amina, avec toutes ces solutions technologiques, il faut savoir les développer. Et nous, aujourd'hui, ça fait à peu près 5 ans, au sein de la fédération, on a vraiment pris conscience. De part, parce qu'on a vu les départs, on parle de fuite de cerveau, entre guillemets, et donc on a des métiers sous tension. Au-delà de ça, en fait, plus on avance dans le temps, et plus la tension devient importante. Quand on regarde il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, la PBI, quand elle avait lancé l'initiative de l'offshoring, on était dans une démarche effectivement de formation en interne. On avait les ressources, les personnes rentraient dans l'entreprise et on avait le temps de former. 3 mois, 4 mois, 6 mois. Aujourd'hui, l'entreprise n'a plus le temps de former. Elle reçoit un marché, le business. Alors regarde si elle a la capacité de répondre tout de suite. Si elle ne peut pas répondre tout de suite, business méchant. C'est simple que... Voilà. Aujourd'hui, donc, il faut que les compétences, ils soient prêts. Et depuis 5 ans, on a vu passer pas mal de bailleurs de fonds, type GIZ ou AFD, ou la Commission européenne, qui joue à quel type de compétences qu'il vous faut, etc. Quitte à mettre en place des programmes de formation pour pouvoir vous former les personnes. Toujours par rapport à identifier les besoins que vous souhaitez, et on va former pour vous. Le modèle n'a pas marché.
Le modèle n'a pas marché parce que c'était complètement cloisonné, les universités out, OFPT out et tous les acteurs de la formation out. En 2020, on a reçu l'Organisation internationale du travail, qui sont venus nous voir et nous ont dit on souhaite mettre en place une méthodologie de l'approche par compétence. Et là, ça a été pertinent. Là, on s'est dit, tiens, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'une approche par compétence, c'est-à-dire dites-nous ce que vous avez besoin, et on va essayer de mettre en place des mécanismes. Et quand je dis avec qui, ils ont dit avec tout le monde. Les universités, l'OFPT, les écoles de code, tous les acteurs de formation. Des mois de travail, 2 années de travail avec eux. C'était pendant la période de Covid d'ailleurs, qui était très, très intéressant. D'ailleurs, quand on regarde la période du Covid, c'est un changement de mindset total, en termes d'outils, c'est toute une société qui s'est révolutionnée. Donc, j'irais même ce que vous disiez en 2035, j'ai peur que ça arrive d'ici 2025-2026 déjà, avec ça va tellement vite qu'aujourd'hui, peut-être 2035, c'est demain. Et donc, on est sorti avec des recommandations qui étaient benchmarkées à l'international, et c'est simple, c'est l'adéquation entre les besoins des professionnels et l'ensemble des acteurs de la formation. Et comment? C'est simple, un référentiel de compétences nationales, d'une manière agile, en utilisant les outils, par exemple avec l'IA aussi, qui permet avec l'ensemble des job boards au niveau national et international, où les entreprises poussent leurs demandes, donc un calcul en temps réel des besoins qui arrivent sur ce référentiel. Mais quand on dit on a un référentiel de compétences, on se dit ok, le référentiel là, les entreprises ont validé les compétences, quid des acteurs de la formation, l'enseignement supérieur et l'OFPT, de leur capacité à former sur ces nouveaux métiers. C'est ça qu'il faut se dire. Comment vont pouvoir former sur un nouveau métier dans lequel ils n'ont ni le kit pédagogique, ni les formateurs. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit le plus prédictif possible, le plus rapide possible, que l'information arrive très rapidement à ces acteurs de la formation, mettre en place un institut de formation de formateurs, pour l'ensemble de ces acteurs-là, parce que ça va vite, d'ici 2030, beaucoup de métiers, en 2030, nous ne les connaissons pas. La durée de la compétence technique a été de 24 mois, il y a encore 2-3 ans, elle est passée à 18 mois, c'est-à-dire au moment où on identifie un hard skill, je ne parle même pas encore des soft skills, un hard skills, ce qui est contraire aux business skills, c'est-à-dire au niveau métier, comme l'assurance ou les banques, non, c'est technique, est dépassé. Et donc, ces acteurs de la formation n'ont pas forcément le temps de mettre en place, je dirais, d'avoir les ressources. Et la semaine dernière, bon, certains le savent, j'étais au BRICS, j'ai participé en tant que président de la Fédération africaine avec 8 pays africains. Nous avons rejoint l'alliance BRICS et iAlliance. Je discutais avec le patron de Digital India Foundation. Il parlait d'éducation et il parlait d'IA. Et donc, ils sont déjà dans un modèle de formation de formateurs, de génération de contenu pédagogique et aussi de kits pédagogiques. Donc, et ça d'une manière très agile, avec les acteurs avec les professionnels. Donc, ce qui nous manque, c'est pas quels sont les métiers ou quels sont les business ou autres, c'est mettons en place des mécanismes qui nous permettent de travailler très rapidement, d'une manière très agile, d'une manière rapide, pour que l'information arrive et que ces acteurs de la formation, nous les accompagnons sur la formation de formateurs, sur les kits pédagogiques, sur le contenu, et que les professionnels soient responsabilisés en même temps parce que ces jeunes qui sortent d'école, on parle plus, je dirais, les personnes des zones rurales qui arrivent, c'est beaucoup, c'est énorme. Donc il faut qu'on ait cette capacité. Il faut qu'on ait une machine qui tourne. Mais la machine ne tournera pas tant que nous n'avons pas une stratégie claire, réelle, de développer du business. Ça ne sert à rien d'avoir toute cette machine qui crée des compétences si on n'est pas capable de développer du business. Et donc, alhamdoulilah, on est un peuple, et on l'oublie, on est un peuple de commerçants.
Le business, il coule dans nos veines. On est différent d'autres pays. On est capable d'aller... On dit... Et ça, il faut qu'on le retrouve. Pour aller... Parce que le marché marocain, le disait c'est Red Mezour, le marché est petit. Il est très petit. Donc il faut qu'on soit stratège. Il faut qu'on ait la niaque pour aller chercher le business. Ça rejoint la partie export qui a été souhaitée par le ministre de l'Industrie. Mais d'une manière stratège. Très bien. Vraiment. Et ensuite, effectivement, là, ça pourra développer la partie compétence. En tout cas, merci pour cet éclairage et ce rapprochement avec le système éducatif. Ça rejoint aussi ce projet d'institut à gestion déléguée propre au service. Peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus. Peut-être qu'il peut se concentrer sur la formation des formateurs et ouvrir un large chantier. Si Yassine Karim. Alors vous êtes carrément au cœur du système de la Fédération Commerce et Services, puisque vous en êtes le vice-président. On a beaucoup parlé de capital humain, de formation, d'innovation, d'accès au financement. Quelle est l'analyse qui est faite au sein de votre fédération sur ces 4 priorités? Merci. Donc, tout d'abord, je tiens vraiment à exprimer ma joie de voir ce beau monde dans cette salle. Et je tiens vraiment à exprimer tous mes remerciements à toute l'équipe de la Fédération et de la CGM qui ont travaillé pour faire de cette journée une réussite aujourd'hui. Et je pense aussi que nous sommes tous fiers, au niveau de la Fédération, d'avoir la confiance de Sa Majesté en ayant le haut patronage. Donc, je tenais à exprimer ça. En fait, ces 4 leviers que vous avez cités aujourd'hui au niveau de capital humain, formation, innovation et financement, c'est des leviers de croissance, quel que soit le secteur. Maintenant, pour le secteur de services, il y a des spécificités. La spécificité numéro 1 au niveau de capital humain, c'est que c'est vraiment une priorité. Et on peut citer 3 raisons, je dirais, principales. La première raison, c'est que dans le service, le capital humain, c'est le moteur de la création de la valeur. Et c'est lui qui produit le service et c'est lui qui crée la productivité. Donc il y a une spécificité. Dans le service aussi, il y a une complexité assez spécifique. C'est que le service, il est créé, livré, consommé et évalué en temps réel. Dans l'industrie, la production, on produit et on livre et le client peut dire que c'est bon, pas bon, on a le droit de se rattraper. Mais dans le service, c'est vraiment en temps réel. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur et on doit délivrer un service de très haut niveau. Troisième spécificité en termes sur la partie capital humain, c'est que une grande partie de services, son business model est basé sur la connaissance. D'où l'axe de la formation. Donc, vous avez parlé de la partie formation. Donc, aujourd'hui, pour avoir un avenir de service et préparer ce qu'on est en train de se projeter à travers cette journée et la feuille de route qui va sortir par la suite, c'est qu'on doit avoir un capital humain hautement qualifié et prêt à accompagner les vrais challenges dans le service. Et pour répondre au premier point, c'est capital humain hautement qualifié, l'outil important aujourd'hui, c'est la formation. Maintenant, au niveau de la formation, on a 2 mécanismes clés. Premier, c'est la formation initiale. Et là, je parle de l'université et des écoles. Le constat aujourd'hui, c'est malheureusement, l'université ne remplit pas assez la mission qu'on souhaite avoir, mais dans le secteur de service. On peut dire que carrément dans les programmes, on ne trouve pas des programmes spécifiques dans certains métiers de service. Mais on reste sur des programmes, je dirais, génériques, sans parler de ce décalage entre les programmes de formation et le vrai réel de besoin des entreprises. Je souhaite vraiment partager avec vous une problématique qui, moi, personne ne me tient à cœur. C'est que, d'ailleurs, moi, je n'ai pas la réponse. Si vous avez la réponse, dites-le moi. Les entreprises souffrent
de ne pas trouver les bons profils. Les jeunes réclament de ne pas trouver l'emploi. L'université a du mal à avoir un taux d'insertion assez satisfaisant. L'État a tout un programme de création d'emplois. Mais il est où le problème? Donc c'est une problématique assez complexe. Parce que quand tu parles avec les dirigeants d'entreprise, ils disent que nous avons un problème de trouver les bons profils. Quand tu pars chez l'université, ils te disent, nous avons les meilleurs lauréats. Quand tu pars chez les jeunes, ils te disent, on ne trouve pas le travail. Je pense qu'il y a une synchronisation à faire pour répondre à cette problématique de formation. Deuxième volet de la formation, c'est la formation continue, ça veut dire de l'apprentissage dans l'action. Et ça, c'est une autre problématique. Et nous, au niveau de la FCS, d'ailleurs également au niveau de la CGM, c'est qu'il y a vraiment un point urgent à activer. Je pense que Monsieur le ministre Younes Khouria en a parlé le matin, c'est d'activer la réforme au niveau de la formation continue. Aujourd'hui, le modèle de financement et de formation professionnelle, il est limité et ça n'a pas donné l'effroi et les résultats attendus. Donc il faut vraiment revoir ce modèle. Je pense qu'au niveau du ministère de l'Emploi et de la Formation, il y a des choses qui se préparent pour 2025, espérant que ça va venir pour régler le problème. Il reste l'innovation, rapidement. Alors, l'innovation. Le financement. Alors, l'innovation, pour l'innovation, c'est vraiment crucial, l'innovation. Pourquoi crucial pour l'innovation au service? Parce que je peux te donner, en fait, revenir à l'exemple de Mme Saidia en termes de Mme Amina. C'est que c'est vraiment une condition pour continuer à exister. C'est-à-dire demain, si on n'innove pas aujourd'hui et intégrer ces services dans les business models économiques existants qui vont évoluer, ça veut dire qu'il y a beaucoup de services qui vont disparaître. Donc soit on va intégrer les nouvelles technologies et des nouveaux services, une nouvelle manière de faire, soit il y a beaucoup de services qui vont disparaître. Donc l'innovation, je dirais vraiment assurer la continuité. Le dernier point, financement. Ça me permettra d'aller vers le financier de financement. Je ne vais pas trop dire, mais j'ai 2 points rapides. Premier point, c'est que l'État intègre le service dans le processus de financement, parce que à chaque fois qu'il y a des programmes de financement, le service est exclu. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi on exclut le service. Lorsqu'ils veulent l'intégrer, ils disent le service lié à l'industrie. Non, le service, il est ce qu'il est, que ce soit lié à l'industrie, autre secteur, c'est de la production de services. Donc, ça c'est un premier appel. Deuxième, c'est que les banques doivent jouer le jeu et donner plus d'importance au secteur de services. Bien. Promis, la prochaine fois, on aura Amina avec nous dans ce panel et on aura un banquier. Voilà, merci. C'est Abdelmourid, vous représentez bien évidemment Tamwilkoum. La problématique du financement, elle est là, elle est réelle. Vous avez assuré votre rôle pendant toute la période de Covid avec les garanties que vous avez apportées aux banquiers. Mais il reste une partie qui n'est pas prise en main, qui est celle du financement des entreprises, notamment de leur trésorerie. Qu'est-ce que vous dites de cela? Merci. Vous pourriez bien sûr nous parler de la globalité de l'action de la CCG, bien entendu, ou de Tamwilkoum aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, déjà, je commence par situer le poids des services dans notre portefeuille. Donc, dans notre classification, on parle de services, donc ça n'inclut pas le commerce, la distribution et le transport logistique et santé. Donc, ça représente pratiquement 10% annuellement de notre production, avec près de 4000 dossiers agréés par année et pratiquement 3,3 milliards de dirhams de financement mobilisé. Si on inclut donc les services dans le grand sens, ça veut dire en incluant le commerce, la distribution, le transport, la logistique, donc ça représente pratiquement 50% de l'ensemble du portefeuille, donc avec près de 20 milliards de dirhams de financement mobilisé chaque année. Donc déjà dans notre
intervention, donc tous les secteurs sont éligibles. Donc il y a 2 secteurs uniquement qui sont exclus de notre intervention, c'est la promotion immobilière et donc la pêche hauturière. Bien sûr. Donc lorsqu'on parle de promotion immobilière, c'est le modèle classique, donc c'est construire pour vendre. Mais tout ce qui est immobilier commercial, espace bureau et tout, pour nous c'est des services et donc ils sont éligibles. Donc à travers nos mécanismes, nous on cible essentiellement la très petite et moyenne entreprise, même si on n'exclut pas les grandes entreprises explicitement de nos interventions, sauf pour les crédits de trésorerie. Mais essentiellement, nos produits sont conçus pour cibler en premier lieu les très petites et moyennes entreprises. Et on travaille avec pratiquement toutes les institutions financières. On a pratiquement 30 institutions qui sont conventionnées entre banques classiques, donc banques étrangères installées au Maroc, banques participatives, sociétés de leasing et de financement. Déjà, c'est pratiquement tout le périmètre qui travaille avec nous. Mais disons dans les axes, la principale intervention, c'est la garantie. Donc là, on garantit pratiquement tous les besoins: création, développement, extension, transmission, restructuration financière, mais aussi trésorerie. Donc les crédits de trésorerie eux-mêmes, leur garantie représente près de 2/3 de nos interventions, parce qu'en fait ça reflète un peu le paysage bancaire. C'est les 2/3 des interventions bancaires, ça couvre le court terme. On a certaines interventions qui sont thématiques, comme le cofinancement. Par exemple, le cofinancement, on a des programmes qui vont avec des priorités publiques. C'est tout ce qui est cofinancement avec des taux réduits, entre 2 et 2,5%. C'est pour tout ce qui est projet vert, entrepreneuriat féminin, donc diaspora marocaine, et entrepreneuriat de façon générale. Et on a également des interventions qui ciblent la problématique des fonds propres. Donc c'est les programmes récemment lancés avec le fonds Mohamed VI, Cap Access, Cap Hospitality. Et enfin, toute la partie innovation, donc c'est les startups à travers les phases d'incubation, pré-accélération jusqu'au VC pré-série A. Donc ça, c'est les interventions de façon générale. On peut dire qu'il y a des finalités qui sont privilégiées chez nous. C'est pas forcément lié à des secteurs. Par exemple, les entreprises féminines, on leur donne des quantités de garantie plus élevées. C'est des entreprises détenues et gérées par des femmes. On a les entreprises en création, moins de 3 ans, et des entreprises qui sont exportatrices, c'est-à-dire pratiquement 20% de leur chiffre d'affaires à l'export. Donc, dans ces cas, indépendamment du secteur d'activité, c'est la quantité la plus élevée généralement qu'ils obtiennent, et les plafonds les plus élevés. Bon, en tout cas, la grande question qui se pose, et ça, comme je l'ai précisé, c'est la problématique de la trésorerie. Même quand vous allez chez les banquiers, ils vous disent, vous voulez investir, on vous donne des financements, mais la trésorerie, on ne vous connaît pas. Est-ce que là, est-ce qu'il peut y avoir, très rapidement, est-ce qu'il y a des pistes de réflexion en rapport avec le secteur des services pour donner une réponse à cet enjeu qui est lié à la trésorerie? Donc déjà, dans notre, comme je dis, dans notre portefeuille, les crédits de trésorerie, c'est les 2/3. Il faut dire, ça dépend bien sûr de la politique de chaque banque, parce qu'ils ont également, ils raisonnent en fonction du contexte et leur budget risque par secteur. Donc parfois, c'est juste, on peut avoir des cas où les entreprises ne sont pas servies par une banque, mais elles sont facilement servies par une autre. Mais on peut également réfléchir sur le développement de nouvelles solutions, où le donneur d'ordre lui-même peut faciliter l'accès au financement. C'est tout ce qui est supply chain finance, c'est le confirming, le factoring et les autres solutions. Donc je pense, vu le mode d'intervention des services, qui travaillent beaucoup en B2B, ce sont des solutions. En tout cas, c'est un beau chantier à ouvrir aussi avec Tiamouilcom pour la fédération, pour vraiment trouver des terrains, je dirais, d'entente et d'échange pour des solutions innovantes. On touche à la fin de cette rencontre et je voudrais vraiment votre réaction rapide et recommandations. C'est-à-dire, quels sont pour consolider un partenariat public-privé je dirais, qui nous a très positivement interpellés ce matin, quelles sont les recommandations sur le plan de la méthodologie à adopter pour que ce soit un partenariat gagnant? Alors là, on est en train de revenir en 2024. Et en 2024, la grande priorité du Maroc,
je crois qu'on l'a compris, 2025, on est encore en 2024. C'est la création d'emplois. On connaît tous le film et les problématiques et la formation et l'adéquation. On connaît tous le film. Donc la priorité, c'est l'emploi. Ce qu'on sait aussi par ailleurs, c'est que souvent dans l'histoire du Maroc, s'il y a quelque chose qui a permis de driver, de pousser un secteur, c'est la commande publique. Même dans le secteur des services. Moi, je classe le BTP dans le secteur des services, personnellement. L'immobilier aussi a été poussé grâce à la commande publique. Et l'idée, c'est de se dire, et si on refaisait la même chose dans d'autres secteurs des services, mais d'une manière différente, qui serait la délégation de services publics. Alors, il y a plein de domaines où l'État pourrait déléguer, faire une délégation de services. Et c'est des formidables gisements d'emplois. L'éducation, la santé, la culture, le sport, c'est vraiment les secteurs où on a beaucoup de manque au Maroc. Et c'est des histoires qui peuvent être extrêmement positives. Je ne sais pas si vous connaissez la Fondation marocaine du préscolaire. La Fondation marocaine du préscolaire s'est développée exactement sous ce modèle. C'est une délégation de services publics. L'État a délégué à cette fondation le préscolaire. En quelques années, on est passé de, je crois, 3000 classes de préscolaire à 24 000 classes de préscolaire et nous sommes à un taux de généralisation qui dépasse les 90%. Et tout ça en quelques années. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça a permis la création directe de 24 000 emplois, stables, pérennes. Imaginez si on faisait la même chose sur tous les autres domaines où l'État n'arrive pas, il faut le dire, à livrer ni en quantité ni en qualité. Si on fait la même chose sur les crèches, paf, 24 000 emplois supplémentaires. Si on le fait dans les centres culturels on a plein d'infrastructures, il n'y a pas d'animateur de temps, tout de suite on en crée. Et donc on est en train de parler de création de centaines de milliers d'emplois très rapidement, tout de suite. Allons aux choses, à mon avis, qui sont simples. Moi, je crois personnellement beaucoup à ce modèle. Fikret en a parlé, et un des acteurs qui pourrait porter la création de ces emplois-là avec la délégation de services publics, c'est clairement le tiers secteur. Et je pense que réellement l'entrepreneuriat social est la voie que le Maroc doit explorer si on veut réellement avoir une création d'emplois d'envergure avec une jeunesse qui a le niveau de formation qu'elle a aujourd'hui et qui a les lacunes qu'elle a aujourd'hui. Sirdouane, lors de nos échanges, vous avez dit qu'il faut de la professionnalisation. Et nous sommes marocains. On a envie que les services rendus aux citoyens soient de qualité, rapides, dans le respect du temps, etc. On lâche un peu à ce niveau. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, professionnalisation, en quelques mots, vraiment en quelques mots? En quelques mots, très rapidement, dans la stratégie digitale, parce que je parle pour mon secteur, on a demandé à ce qu'il y ait un label PME Tech. Donc PME Tech va forcément structurer, je dirais, les sociétés. Déjà, c'est quoi une PME? C'est quoi une PME tech, avec la notion tech? Et la qualité de service qu'elle doit apporter. Et ces entreprises iront chercher ce label parce qu'on va les tirer vers la qualité. Oui. Donc la notion de professionnalisation, c'est tirer le secteur vers une bonne qualité de service, très simplement. Dernière question, mais vous allez rester avec nous, vous, pour le mot de la fin. Juste sur les métiers de service qui sont des métiers précaires. Quel est peut-être les amener vers des métiers formels au lieu d'informels? Quelle est la réponse que vous pourriez apporter rapidement? Je pense que rapidement, par rapport à ce point, pour moi, je pense que l'axe de la formation est le point qui peut répondre à ce point de création d'emplois. Et deuxième point, c'est éventuellement structurer et créer de nouveaux services. Je peux partager un exemple aujourd'hui en France. Il y a ce qu'on appelle les services à la personne. Ils ont pu structurer des services à la personne qui est dédié aux particuliers. Et ça peut créer des emplois, des petits emplois. Et qui dit créer de l'emploi, dit en fait la précarité. Je pense que le troisième point, pour finir, c'est encourager l'entrepreneuriat à travers des métiers de service faciles, mais qui nécessitent de la compétence particulière ou de la qualification. Je reviens au point,
vraiment la formation. Et au Maroc, il y a aujourd'hui des mécanismes, je dirais, de formation. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, l'exemple d'Amina est inspirant. Et pendant tous ces travaux, il y a un métier qui est ressorti, dont on m'a expliqué les tenants et aboutissants, c'est celui de jardinier. Vous imaginez que Mehdi est un jardinier et que Mehdi, chaque jour, il fait un métier formidable. Il est dans la nature, il plante, il a des roses, il a des jardins, il en a 2 ou 3 ou 4 qu'il gère chaque jour. Il gagne pas mal d'argent, mais ça reste un jardinier. Imaginez que ce jardinier puisse être valorisé dans son métier. C'est un artiste, c'est un homme du verre, et peut-être qu'un jour il rencontrera Amina et ils feront de bons enfants. Voilà, merci en tout cas. Merci pour votre intervention. Sadia, Redouane, Hassan, Yassine et Abdelmourid. Merci en tout cas pour ces interventions.